bonsoir. Ravi de vous retrouver sur l'Atlas des contes. Avant de plonger dans ce conte fascinant, pensez à vous abonner à notre chaîne, à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants vos paupières seront déjà lourdes. Dans le désert du Kalahari, au Botswana, la pluie n'est jamais acquise. Elle n'arrive pas parce qu'on la réclame, mais parce qu'on sait comment l'appeler. Cette histoire suit des enfants, des anciens, et tout un peuple confronté à une question simple et dangereuse. Faut-il attendre ou forcer le ciel à répondre? Le taureau de la pluie incarne l'écoute et le temps long. La sorcière de la pluie incarne l'action immédiate et ses conséquences. Ce conte ne parle pas seulement de sécheresse ou d'orage. Il parle de responsabilité, de la manière dont chaque demande faite à la nature laisse une trace. Car dans le désert, appeler la pluie n'est jamais neutre. Et apprendre à vivre, c'est apprendre comment demander. Installez-vous confortablement, prenez une couverture et détendez-vous. L'histoire commence maintenant. Avant que les routes ne déchirent le sable et que les clôtures ne dictent où commence et où finit un monde, le Kalahari était un territoire d'écoute. La terre rouge ocre respirait lentement, fendue de cuvettes asséchées et striée de lits de rivières fossiles qui semblaient attendre leur heure. Les San disaient que le sol n'était jamais mort. Il dormait, comme un animal blessé qui guette le moment juste pour se relever. Et lorsqu'il se réveillait, même la moindre goutte trouvait sa place avec précision, comme si le désert lui-même connaissait le rythme du ciel. C'est dans ce silence étendu que naquit l'histoire du taureau de la pluie. On le reconnaissait avant même de le voir. L'air se faisait plus dense, comme si le ciel retenait son souffle. Les insectes modifiaient leur chant. Les oiseaux descendaient d'un cran dans les buissons, et même les lézards semblaient se figer dans la poussière brûlante. Puis apparaissait sa silhouette massive, avançant sans hâte. Chaque pas pesait comme une promesse. Son dos large reflétait une lueur cuivrée. Ses flancs portaient les cicatrices des sécheresses passées. Ses cornes, ouvertes vers l'extérieur, semblaient écouter le ciel autant que la terre, captant les vibrations de nuages lointains. Le taureau de la pluie ne venait jamais sans raison. Il suivait les fractures du sol, s'arrêtait là où l'argile avait le plus souffert, là où les bulbes s'étaient recroquevillés trop longtemps dans l'attente. À chacun de ses souffles, une bruine fine s'élevait, presque invisible mais persistante. Elle ne frappait pas, elle pénétrait. Elle s'infiltrait dans les couches profondes, réveillant les racines endormies, gonflant les graines oubliées. Pour le peuple San, son passage réglait tout. Les cueilleuses savaient quand retourner les pierres plates pour chercher les tubercules. Les chasseurs lisaient dans les empreintes humides la promesse d'un gibier plus gras. Les anciens réajustaient les récits,
car chaque venue du taureau ajoutait une nuance à la mémoire collective. Mais la patience du taureau n'était pas une certitude automatique, il fallait l'appeler correctement. Dans un village proche d'une cuvette aux parois fendillées, une femme âgée nommée Cara conservait les chants les plus anciens. Sa voix était rauque, presque cassée, mais elle savait trouver le rythme juste. Elle enseignait aux enfants à ne pas presser les mots, à laisser les silences respirer. Le taureau n'écoute pas ce que vous voulez, disait-elle. Il écoute comment vous demandez. Autour du feu, les jeunes se disputaient souvent sur la manière de l'appeler. Thomas, un garçon au visage tacheté de soleil et de poussière, voulait que les chants soient rapides et puissants, que le ciel se brise et se plie à sa volonté. À ses côtés, Nia, sa sœur cadette, insistait pour que tout soit doux et patient, comme le chuchotement de la brise dans les herbes sèches. Chaque débat entre eux faisait vibrer l'air autour du feu, et Cara secouait la tête avec un sourire fatigué. Vous apprendrez à écouter, ou vous ferez fuir le ciel. Cette saison-là pourtant, l'appel fut brouillé. Les pluies tardaient. Les jeunes parlaient de plus en plus fort, frappaient les tambours trop vite, multipliant les offrandes avec impatience. Cara sentit la tension avant qu'elle ne prenne forme. Elle observa les nuages absents, le vent sec qui mordait la peau, et comprit que le taureau hésitait. Et il passa non loin du village, mais sans s'arrêter. Son ombre effleura la cuvette sans la remplir. Une bruine se dissipa avant d'atteindre le sol. Les anciens reconnurent le signe. La terre n'était pas prête à recevoir. La première fracture se creusait silencieusement dans le lien entre le ciel et les habitants. Ce fut le début des murmures. Des voix inhabituelles se firent entendre au loin, là où les dunes rencontraient les affleurements rocheux. Une silhouette encapuchonnée, que personne ne connaissait vraiment, observait la cuvette depuis la crête. Elle murmurait des mots anciens, des mots qui semblaient vouloir attirer la pluie autrement. Les anciens sentirent le danger. Appelés par des chemins détournés pouvaient troubler non seulement le taureau, mais d'autres forces encore plus anciennes, tapies dans le sable. Pendant ce temps, Thomas, frustré par l'échec, s'aventura seul dans les dunes. Il cherchait les empreintes du taureau, croyant pouvoir les trouver et les suivre, pensant que sa détermination seule pourrait ramener la pluie. Mais le sable était traître. Des mirages de nuages le trompaient, des bruits de pas imaginaires le guidaient vers des fausses cuvettes. Chaque faux mouvement éveillait un mélange d'excitation et de peur dans son cœur. Il découvrit finalement une faille dans la terre où l'eau avait commencé à s'infiltrer sous la surface. Un signe que le taureau observait encore, mais d'un lieu inaccessible aux humains. Nia, inquiète, partit à sa recherche. Elle trouva Thomas, alors que le vent se levait, porteur d'odeurs de terre humide,
et de fer. La tension monta encore. Le vent sec apportait des éclats de sable comme des aiguilles, et les enfants devaient courir à couvert. C'est là qu'ils découvrirent un animal blessé, un jeune oryx qui gisait au bord d'une cuvette fissurée. La présence de l'animal renforça la leçon. Le monde vivant dépendait de l'écoute, de la patience et de la prudence. Lorsque Kara rejoignit enfin les enfants, elle leur montra comment chanter pour inviter le taureau à approcher sans le contraindre, comment aligner chaque geste avec la respiration du désert, comment devenir une seule voix avec la terre et le ciel. Ce fut un apprentissage intense, fait de silence et de petits mouvements. Mais la menace persistait. La voix inconnue sur la crête continuait de murmurer, invisible, et les nuages hésitaient toujours à tomber. La tension monta. Serait-ce une saison de pénurie, où le taureau finirait-il par répondre à la patience des humains? Dans le Kalahari, chaque souffle de vent, chaque trace sur le sable, chaque bruissement d'insectes et d'oiseaux racontait une histoire. Et cette saison, le silence parla plus fort que jamais, annonçant que quelque chose allait changer. Le taureau était là. Le peuple devait apprendre à ne pas l'imposer, à ne pas le précipiter. Et c'était dans ce moment de tension, où la patience et l'impatience se mêlaient, que l'histoire du désert commençait vraiment. Une histoire où chaque créature, chaque souffle de vent, chaque grain de sable avait sa place et sa voix. La sorcière de la pluie ne se faisait jamais attendre longtemps quand son nom était prononcé avec la force juste. Pas avec des cris, pas avec des tambours précipités, mais avec une certitude tranquille et respectueuse. Elle n'arrivait pas du sol, mais du ciel. Les vents d'altitude la précédaient, torsadés et chargés d'électricité comme des cordes tendues qu'on ne peut lâcher qu'au moment exact. Son corps semblait fait de mouvements et de lumière. Ses cheveux noirs fouettaient l'air comme des serpents chargés de foudre, et ses yeux captaient les éclats lointains d'éclairs, encore invisibles. Là où elle posait le pied, l'herbe se couchait différemment, comme si la terre elle-même savait qu'elle allait être transformée. Les oiseaux s'envolaient en spirale, les insectes se tassaient dans la poussière, et même le vent semblait retenir son souffle pour ne pas contrarier ses pas. Elle parlait peu, elle chantait par rafales. Ces mots n'étaient pas des sons mais des secousses dans l'air, des ordres silencieux à la matière et au ciel. Ces pluies n'avaient rien de discret. Elles tombaient en nappes lourdes et en coups répétés, martelant le sol, érodant les collines et traçant de nouvelles cuvettes. Elles ouvraient des ravines là où la terre avait oublié comment respirer, déracinaient les plantes fatiguées et roulaient les cailloux dans des lits d'argile redevenus vivants. À son passage, des sources jaillissaient là où personne ne les attendait, mais des champs disparaissaient aussi, engloutis en une seule nuit de colère. Pour les jeunes chasseurs, elle incarnait l'action, l'énergie pure et immédiate. Pour les anciens,
Elle était la conséquence tangible de chaque impatience, de chaque geste mal aligné avec la terre. Cette saison-là, Thomas, encore trop jeune pour porter la lance, mais assez vieux pour ressentir la honte de la faim et l'angoisse du manque, fut le premier à braver l'interdit. Il grimpa seul sur un affleurement rocheux, les perles d'os tremblantes dans ses mains, et prononça les noms interdits. La sorcière répondit. Le vent se leva, chargé de sable et d'électricité, et la tempête s'annonça comme un tambour géant. Les nuages tourbillonnaient et les éclairs zigzaguaient entre eux, éclairant les silhouettes des dunes et des cuvettes. Les habitants virent des colonnes de pluie tomber comme des cordes vivantes dans des lieux inattendus. Les cris de joie des enfants couvrirent le tonnerre. Les plus jeunes coururent pieds nus dans la boue fraîche, éclaboussant les flaques qui reflétaient un ciel furieux et lumineux. Mais l'aube révéla aussi le prix payé. Les anciens parcoururent la terre en silence, observant les dégâts, des champs arrachés, des semences dispersées trop loin, une ligne de salines blanches où le sol avait été autrefois fertile, des dunes transformées, des lits de rivières redessinés. Thomas vit le fruit de son audace et sentit pour la première fois la lourdeur de ses actes. La sorcière ne mentait jamais. Elle offrait exactement ce qu'on demandait, ni plus, ni moins. Cette vérité brute rendait la sorcière dangereuse. Son pouvoir ne se limitait pas à remplir des cuvettes. Il révélait l'imperfection des désirs humains et le prix de l'impatience. Lorsque la sorcière et le taureau de la pluie se rencontrèrent à nouveau, ce ne fut pas un ballet harmonieux, mais une confrontation pure et tendue. Le ciel avait été fermé trop longtemps, la terre trop comprimée par l'attente et le silence. La sorcière arriva en tempête, chargée de colère et de fureur, et le taureau répondit par un souffle apaisant, régulier et profond. Les nuages se heurtèrent, se déchirèrent, hésitèrent. La pluie tomba en désordre, inégal et impitoyable, assez pour remplir certains points d'eau, trop pour préserver certaines terres. Pendant ce chaos, Nia, qui suivait Thomas, découvrit un petit groupe d'animaux fuyant coincés sur une colline de sable meuble. Des jeunes oryx, effrayés par le tonnerre, s'étaient éloignés de leur troupeau. Nia, avec patience et douceur, guida les bêtes à l'abri. Chaque pas qu'elle faisait, chaque souffle qu'elle donnait, renforçait l'idée que la patience pouvait agir même dans la fureur. Les jeunes animaux devinrent un symbole du fragile équilibre entre impulsion et soin. Les chants des San, ce soir-là, étaient ambigus. On n'y célébrait ni victoire, ni défaite. On racontait une leçon. Appeler sans écouter déforme le monde, et la terre se souvient de chaque erreur. Kara rassembla les enfants pour leur montrer les cicatrices laissées par la tempête. « Regardez bien, dit-elle. Chaque trace est une phrase que la terre nous adresse. Chaque plante arrachée, chaque trou rempli,
Chaque caillou roulé est un mot de plus dans le récit du désert. Elle montra aux plus jeunes comment le taureau et la sorcière ne sont pas ennemis mais des forces complémentaires, chacune ayant sa manière d'enseigner, sa manière de remodeler le monde. La tension ne retomba pas. Des nuages sombres restaient suspendus à l'horizon, menaçant encore des pluies ou des vents inattendus. Une silhouette mystérieuse que personne n'avait remarquée au début disparut derrière un affleurement rocheux, laissant derrière elle des marques de pas éphémères dans le sable. Un rappel que d'autres forces pouvaient écouter et répondre aux prières humaines. La nuit venue, Thomas et Nia restèrent éveillés, observant les points d'eau regonflés et les cuvettes transformées. Ils comprirent, dans le silence après la tempête, que chaque action a un prix et que même la fureur pouvait porter une forme de sagesse. Et dans les rêves qui suivirent, le taureau et la sorcière apparurent côte à côte, non plus en confrontation, mais comme deux forces liées par un pacte invisible, enseignant aux humains la subtilité de la patience et la conséquence de l'audace. Le Kalahari respirait à nouveau, mais d'une manière différente. Le sable, l'argile, les plantes, les animaux, tous portaient la mémoire de la tempête. Et les enfants comprirent que le véritable apprentissage ne réside pas dans le fracas, mais dans la manière de danser avec lui, de lire chaque signe que la terre offre, et de répondre avec respect. Le taureau et la sorcière avaient réordonné le monde et le désert, à son tour, commençait à enseigner. Les saisons passèrent comme des pas légers dans le sable chaud du Kalahari, et avec elles, le peuple apprit à lire plus finement les murmures de la terre et du ciel. Les erreurs de Thomas et des jeunes de la génération précédente avaient laissé des cicatrices visibles et invisibles, mais elles avaient aussi enseigné. Les sentiers furent réparés, les cuvettes recalibrées, les terrasses renforcées. On n'appelait plus le taureau sans avoir ajusté les pierres et l'argile, sans avoir rétabli l'humilité nécessaire. On ne murmurait plus le nom de la sorcière sans mesurer le prix exact de ce que l'on était prêt à perdre. Les rituels changèrent, et avec eux, les chants. Ils devinrent plus sobres, plus précis, mais non moins puissants. Chaque souffle, chaque pas, chaque perle d'os déposée avait un sens. Les offrandes se raréfièrent, mais elles furent choisies avec soin. Une poignée de graines, quelques baies, l'eau d'une source ancienne. Chaque objet portait en lui une intention, et chaque intention laissait un écho dans la terre. Un matin, après une longue sécheresse qui avait rendu la poussière presque solide et les cuvettes vides comme des eaux blanchies, Kara emmena Thomas à l'aube. La lumière était douce, presque irréelle. Le vent, tiède, caressait le sable et la pierre. Le sol n'avait pas l'odeur métallique des tempêtes imminentes. Ils ne chantèrent pas. Ils attendirent. Le silence dura, puis à l'horizon,
une ombre massive se dessina. Le taureau de la pluie arriva, ses sabots soulevant des nuages de poussière fine qui flottaient comme des poussières d'or. Son dos large reflétait la lumière comme un cuivre poli par des siècles de sécheresse. Ses yeux semblaient mesurer la patience accumulée, et chaque pas était un souffle dans lequel la terre retrouvait son rythme. La bruine tarda à s'installer. Elle semblait hésiter, tester la terre. Mais cette fois, la cuvette avait été préparée. Les graines avaient été semées dans la patience. Les racines attendaient le soulagement. Chaque goutte pénétrait profondément, réveillant des racines, gonflant des tubercules, faisant frissonner les herbes encore assoupies. Le taureau avançait et la terre répondait avec gratitude, sans excès ni colère. Mais la sorcière de la pluie observait de loin. Ses cheveux noirs ondulaient sous le vent léger, comme un rappel que même dans la douceur, le pouvoir pouvait surgir. Lorsqu'elle descendit, ce ne fut pas en tempête, mais en pluie dense et contrôlée. Elle tissa des nappes d'eau dans des trajectoires précises, nettoyant les sols, réhydratant les points d'eau, mais sans ravager. Ses yeux, habitués à lire les intentions humaines, scrutaient chaque geste, chaque souffle, chaque micro-mouvement. Dans cet équilibre fragile, de nouvelles intrigues secondaires surgirent. Thomas remarqua un jeune garçon du village voisin qui avait tenté en secret d'imiter les appels interdits de l'ancienne saison. Il avait déjà mis le feu à quelques branches sèches pour accélérer la pluie. Thomas intervint, guidant l'enfant à l'ombre d'un tamari. Il montra comment l'écoute et la patience pouvaient agir sans violence, sans provoquer le désordre d'antan. La sorcière, de sa hauteur, observa et inclina légèrement la tête. Elle ne punissait pas, mais elle enseignait par l'exemple, comme le taureau. Une autre conséquence inattendue apparut. Des points d'eau oubliés, loin des villages, se remplirent avec la bruine et la pluie de la sorcière. Des troupeaux sauvages, qui avaient fui les zones desséchées, revinrent. Thomas et Nia, qui l'accompagnaient, surveillèrent avec fascination les jeunes oryx et les springboks, qui buvaient à la sécurité temporaire des cuvettes. Les enfants comprirent alors que la patience et l'audace ne sont pas opposées, mais complémentaires. Il fallait le courage d'agir avec discernement. Pourtant, même dans cette harmonie apparente, un nuage plus sombre, isolé, roulait à l'horizon. Une goutte de pluie plus lourde tomba, puis une autre, puis une petite nappe s'étira sur la cuvette, testant leur patience et leur savoir. La tempête inattendue faillit rompre l'équilibre. Mais le taureau et la sorcière intervinrent en synchronie parfaite. Le taureau souffla un vent qui ralentit les pluies les plus brutales, tandis que la sorcière modula ses nappes pour que l'eau atteigne les racines sans provoquer d'érosion. Les enfants observaient, ébahis, cette danse entre puissance et contrôle.
Le sol, après des saisons de fractures et de désordre, semblait enfin comprendre la langue des deux forces. Quand la pluie cessa, un calme étrange s'installa. Le peuple put marcher sur les terres régénérées, humer l'argile assouplie et contempler les graines gonflées et les herbes redressées. Kara s'adressa aux enfants, non pas en leur donnant des réponses, mais en leur posant des questions. Voyez-vous comment chaque geste, chaque souffle, chaque pensée modifie ce que vous appelez la chance? La patience n'est pas l'absence d'action, mais le dialogue avec ce qui est vivant. Thomas comprit alors que l'alliance entre le taureau et la sorcière n'était pas un choix à faire, mais une danse à apprendre. Chacun avait sa manière de donner et de retirer, de nettoyer et de nourrir, et le véritable apprentissage résidait dans l'attention aux signes et la mesure des conséquences. Les anciennes histoires qu'il avait entendues prenaient vie dans la boue brillante et les cuvettes pleines, dans le souffle grave et le tambour lointain que la nuit conservait comme un secret. Quand la nuit tomba, silencieuse et douce, certains jurèrent encore entendre ce souffle mêlé à un tambour lointain. Ce n'était pas un avertissement, mais une conversation en cours. La terre et le ciel parlaient encore, et les humains, si attentifs, pouvaient y trouver des réponses. Le Kalahari respirait enfin en équilibre, mais la vigilance restait nécessaire. La patience et la force, l'audace et le respect devaient continuer à coexister pour que le cycle persiste. Et dans les rêves de Thomas et Nia, le taureau et la sorcière apparaissaient côte à côte, parfois proches, parfois séparés par un nuage, toujours en dialogue. Un rappel que les alliances, même difficiles, se construisent dans l'écoute, l'humilité et la responsabilité. Et maintenant, alors que le souffle du vent glisse lentement sur les dunes du Kalahari et que la poussière retombe doucement dans les cuvettes assombries, laissez-en résonner les échos en vous. Ce mélange de respect ancien, de patience sacrée et de liens fragiles entre l'homme, la terre et le ciel. Si l'histoire du taureau de la pluie et de la sorcière de la pluie, gardien des équilibres invisibles, vous a touché, vous a intrigué ou vous a apaisé, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Si ces voyages nocturnes à travers les légendes vous plaisent, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau récit. Et si cette narration vous a bercé vers le sommeil, un simple j'aime est une belle façon de soutenir ce travail et de permettre à ces histoires anciennes de continuer à murmurer dans la nuit. Le conteur vous remercie de votre écoute et vous souhaite une douce et agréable nuit.